Bonjour docteur. Bonjour Isabelle. J'aimerais savoir comment on établit un calendrier vaccinal, s'il vous plaît. Alors, je dirais que le calendrier vaccinal, c'est un peu comme les Galeries Lafayette. Il y a toujours du nouveau chaque année. Donc, il s'établit par les autorités de santé, en particulier le ministère de la Santé, la Haute Autorité de la Santé, et puis bien sûr toutes les sociétés savantes. Donc, c'est quelque chose qui est établi chaque année. Et puis, ça dépend aussi de la personne qu'on va vacciner, en particulier pour l'enfant de 0 à 12 ans, bah, de son âge. Ce pas les mêmes vaccins. Et puis des particularités entre le obligatoire et le recommandé. Ça, c'est un petit peu quelque chose de franco-français qui n'est pas tout à fait. Enfin, on va y revenir, mais c'est une différence qui, à mon avis, fait perdre un petit peu son temps aux praticiens et aux patients qui se font vacciner. Ça dépend aussi du nombre de rappels et puis de la santé de l'enfant. C'est vrai qu'on ne va pas vacciner un enfant, par exemple, qui a une maladie chronique, euh, une allergie, une mucoviscidose, une maladie cardiaque ou un asthme par rapport à un enfant qui n'a pas d'autres pathologies. Et puis, bien entendu, il y a la vaccination des voyages aussi, hein, pour les gens qui vont circuler. Quelles sont les obligations et à quel âge? Je reviens sur cette histoire de vaccins recommandés et obligatoires. En France, actuellement, il y a 11 pour cette tranche d'âge, il y a 11 vaccins obligatoires. Alors, je vous les déroule rapidement: diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, hémophilus B, hépatite B, pneumocoque, le méningo B qui vient d'être rendu obligatoire, enfin qui est recommandé mais pas obligatoire, excusez-moi, et puis le méningo C, la rougeole, les oreillons et la rubéole. Alors en fait, dans ce calendrier vaccinal, ça veut dire que s'ils sont obligatoires, ils sont remboursés. En fait, là, il y a beaucoup de vaccins recommandés qui sont remboursés et je pense que du coup, il faut bien ne pas oublier de proposer d'autres vaccins type HPV, contre le papillomavirus, type varicelle, et en particulier le petit nouveau qui est le méningo ACWY, qui vient qui est recommandé mais non obligatoire. Donc là aussi, je pense que pour la simplicité, il faut, je crois, faire tous les vaccins possibles et les proposer, bien sûr, à cette tranche d'âge qui est particulièrement vulnérable. Et donc, pourquoi se faire vacciner? Alors, les principales raisons sont les suivantes. D'abord, je pense qu'on ne reviendrait pas à l'état antérieur. Et en particulier, il y a eu plusieurs millions, des centaines de millions de vies épargnées grâce à, par exemple, la vaccination polio, variole, enfin tous ces anciens vaccins qui sont très efficaces. Donc, pour cette tranche d'âge, bien sûr, il faut protéger l'enfant contre les maladies que je viens de citer, mais en particulier la méningite, hein, vraiment c'est quelque chose qui est tout nouveau et enfin pour certaines souches. Éviter bien sûr tout ce qui est complications, paralysie, retard de croissance, hépatite sévère toutes les séquelles post-méningite. Les vaccins sont aussi altruistes, c'est-à-dire quand vous vaccinez une population, et en particulier les enfants, eh ben, vous protégez la famille et en particulier les personnes âgées ou les personnes vulnérables. C'est le cas, par exemple, pour des vaccins comme le pneumocoque. On s'est aperçu qu'on protégeait aussi les personnes, les autres personnes à l'autre bout de la vie. Et puis, bien sûr, ben, éviter les épidémies. On a vu que, par exemple, pour le Covid, Dieu sait que comme la vaccination a été efficace dans ce cas. Donc, protéger l'enfant, éviter les complications et protéger la communauté, bah, la population totale. Quels sont les enjeux à venir sur la vaccination? Alors les enjeux, bah, c'est quand même de continuer la recherche et protéger, grâce aux nouveaux vaccins, l'ensemble de la population. Donc, et en particulier, toujours, par exemple, pour la vaccination grippe, chaque année, mettre en place, élaborer la souche la plus efficace. Le deuxième enjeu, bah, c'est un enjeu de santé publique, c'est-à-dire que tout le monde, que tous soient bien vaccinés, qu'il y ait une couverture vaccinale élevée. C'est important parce que dès qu'il y a des trous dans la raquette, eh bien, on voit réapparaître, par exemple, des épidémies de rougeole, dans certains pays de diphtérie. Donc, il faut bien maintenir
maintenir ce niveau vaccinal. Ensuite, bien entendu, il faut que la vaccination soit accessible à tous et que, bien sûr, on a la possibilité de vacciner en PMI, en pharmacie. Maintenant, c'est vrai que le fait de pouvoir permettre aux pharmaciens et sages-femmes aussi qui peuvent vacciner, qui ont permis de faciliter son accès et que ce soit même dans les zones où il y a des inégalités sociales, par exemple. Et puis, il y a aussi des campagnes ciblées on s'aperçoit que, par exemple, il y a plus, en suivant la vaccination, on voit que, par exemple, il y a des taux ou des maladies ou des taux de vaccination qui sont faibles. À ce moment-là, on va être amené à faire des vaccins sur telle ou telle zone du territoire français. J'ajouterais un enjeu qui me paraît très, très important, qui s'appelle le carnet de vaccination électronique ou numérique, qui est accessible à tous, hein. Vous pouvez tout à fait aller sur mesvaccins.net et le télécharger vous-même. Il a un triple avantage. Le premier, c'est que vous pouvez le remplir vous-même, faire valider par votre médecin. Le deuxième, c'est que vous connaissez votre statut vaccinal et ainsi vous allez pouvoir euh, demander à votre praticien de le mettre à jour. Et surtout, ce statut vaccinal est surtout mis à jour régulièrement au fur et à mesure de l'évolution de la politique vaccinale. Et enfin, il y a aussi un autre intérêt, c'est que c'est un carnet électronique dont vous pouvez vous servir si vous avez, par exemple, des voyages. On va vous dire, si vous allez, je sais pas quoi, en Tanzanie, par exemple, il vous dira quels sont les vaccins à faire ou quels sont les produits à prendre avant de partir. Bonjour, docteur Davido. Puis-je me faire vacciner sans l'avis de mes parents? Alors c'est une très bonne question d'abord parce que si on met cette question dans le centre de l'actualité, depuis 2023, les pharmaciens également vaccinent des jeunes enfants. Vous savez que depuis la campagne de la vaccination des Covid, finalement, c'est une des questions qui s'est posée plus largement dans le sens du consentement. En réalité, désormais, dès l'âge de 11 ans, schématiquement les 11-15 ans inclus, peuvent être vaccinés en pharmacie pour les vaccins qui sont recommandés au calendrier vaccinal. Il faut pour cela deux conditions nécessaires, l'accord des titulaires de l'autorité parentale, au moins l'un des deux parents, et la présence de l'un de ces deux parents ou du représentant légal lors de cette vaccination. Et c'est quelque chose maintenant qui se fait de façon plus fluide pour permettre un élargissement de ce maillage, en quelque sorte, dès 16 ans. Ça, c'est bien rodé, notamment cet automne pour la grippe et le Covid. Un adolescent, un grand enfant, on va dire ça comme ça, peut se présenter spontanément à l'autorisation d'emblée de réaliser y compris l'ensemble de ces rappels vaccinaux et le vaccin de la grippe et du Covid. Et donc, pour terminer, pour les patients qui seraient, par exemple, atteints de spondylarthropathie, il faut rappeler qu'il est très important de discuter avec leur médecin rhumatologue avant toute vaccination, car certains traitements, et je pense notamment aux biothérapies, à ces nouveaux traitements, peuvent influencer la réponse immunitaire. Et donc, l'idéal étant de réaliser ces vaccins, entre guillemets, recommandés, suggérés, prescrits, en amont de ces traitements pour permettre la meilleure réponse immunitaire. Et je terminerai sur ce point, il faut pour cela apporter idéalement son carnet de vaccination, je pense notamment pour les plus jeunes, qui sont habitués à ce carnet en pédiatrie, et une pièce d'identité lors de la consultation. Suis-je éligible au vaccin de la grippe et Covid? Alors, c'est toujours pareil quand on pose cette question, et c'est un peu mon quotidien en consultation, y compris quand ce n'est pas des consultations sur le sujet de la vaccination. Cela va bien entendu dépendre du terrain, de la saison, le moment de l'année où on est. Évident qu'il y a des campagnes de vaccination et classiquement, pour faire simple, vous le savez, il va y avoir une campagne en 2025 à l'automne, mi-octobre, qui va démarrer avec une mise à jour de ces vaccins grippe et Covid. Sans parler de mauvaises nouvelles, on reste aujourd'hui sur un schéma de double vaccination, c'est-à-dire qu'on n'a pas un vaccin unique qui puisse permettre de faire une seule injection et d'injecter la grippe et le Covid. Et il faut rappeler en France, par exemple, que la vaccination de la grippe, elle est ouverte dès l'âge de 2 ans pour les tout petits, indépendamment même des comorbidités, afin de réduire le risque de transmission populationnelle. D'ailleurs, outre-Atlantique, les États-Unis, pour cela, utilisent, l'arme absolue qu'on n'a pas encore, qui sont les vaccins par voie nasale, sous forme de spray, qui sont beaucoup plus acceptables chez les enfants. Et encore une fois, si vous êtes sous traitement immunosuppresseur, méthotrexate, anti-TNF, etc., bien, vous êtes par définition prioritaire pour les vaccins de la grippe ou du Covid, quel que soit votre âge. Et ces vaccins sont fortement recommandés pour réduire le risque d'infection sévère
qui peuvent s'ajouter à votre maladie préexistante. Et la réponse est oui, vous pouvez recevoir les 2 vaccins en même temps, un dans chaque bras, c'est même recommandé. Pourquoi? Parce que ça évite d'abord d'avoir à faire un choix et surtout de contracter l'une ou l'autre des maladies dans l'intervalle. Et c'est souvent conseillé pour simplifier l'administration, le suivi, la logistique et surtout parce qu'on sait que ça n'interfère pas l'efficacité du vaccin. Avoir ces vaccins à jour, faire un rattrapage, qu'est-ce que cela veut dire? Sans dire que c'est un peu comme le port-salut, c'est écrit dessus, avoir ces vaccins à jour, ça signifie avoir à ce jour reçu le bon nombre de doses pour tous les vaccins obligatoires et recommandés selon le calendrier vaccinal adapté à votre âge et votre condition. Ça veut dire que ça ne sera pas la même chose, quelqu'un qui a plus de 65 ans, de quelqu'un qui a 25 ans et de quelqu'un qui a des comorbidités sur laquelle classiquement, là on sera plus sur un calendrier de vaccins recommandés que de vaccins obligatoires, puisque par définition, on ne sait pas, notamment à la naissance, les comorbidités qui pourront s'ajouter au cours de la vie. Quels risques présentent les vaccins? Existe-t-il des contre-indications à la vaccination? Alors, sans utiliser ce terme-là que j'aime pas toujours, qui sont de dire les vaccins sont très sûrs, les vaccins, ça reste des médicaments. Et les médicaments, c'est que c'est toujours associé et à une cible, qui est souvent une cible pour prévenir une maladie. Et par définition, vu que c'est un médicament, il y a un risque d'effet indésirable. Sans être naïf et pour être rassurant, la plupart, fort heureusement, de ces effets secondaires courants sont d'ordre bénin. Il s'agit d'une douleur au point d'injection pour les plus fréquents, d'une fatigue, d'un syndrome grippal léger, une petite fièvre, 24-48 heures. Et à contrario, si on parle de réactions graves, et on va détailler, par exemple les allergies sévères, elles sont extrêmement rares. On estime que c'est 1 cas sur 1 million de vaccins. Et donc c'est évident que si on parle d'un vaccin populationnel, alors on parlait des vaccins obligatoires, on va vacciner l'ensemble de la population versus des vaccins, on va cibler une population très spécifique, eh bien forcément ces réactions graves vont être beaucoup moins prévalentes. Et donc, comme tout médicament, il existe aussi des contre-indications. Schématiquement, pour les vaccins vivants atténués, comme celui de la rougeole, de la varicelle ou de la fièvre jaune, si vous êtes sous immunosuppresseur ou biothérapie, eh bien c'est une contre-indication car ils peuvent provoquer des infections par réactivation du virus. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, encore une fois, on essaiera de les faire en amont de la maladie et de discuter au cas par cas du bénéfice de ces vaccins. Un autre exemple bien connu, c'est celui des allergies. On parlait d'allergies sévères. Donc l'allergie a un composant, on ne sait pas toujours, mais ce qui est bien connu pour la vaccination, c'est cette allergie au PEG, le fameux polyéthylène-glycol, dont on a parlé notamment lors de la vaccination de la Covid-19. Et classiquement, on admet qu'une infection aiguë ou une poussée de spondylarthropathie, schématiquement en rhumatologie, peut nécessiter de reporter la vaccination parce qu'on n'aime pas avoir ces facteurs confondants qui seraient la fièvre, l'inflammation due à la vaccination ou à la pathologie, même si en tant qu'infectiologue, on vaccine nous l'argamanu très rapidement en hospitalisation lors de la période infectieuse, ce n'est pas du tout une contre-indication absolue. Et ça, encore une fois, votre rhumatologue évaluera au cas par cas votre traitement et votre état de santé avant de valider tel ou tel vaccin. La balance bénéfice-risque, de quoi parle-t-on? On disait tout à l'heure, le vaccin, ça reste un médicament. Son objectif, d'abord, bien évidemment, on l'oublie, le vaccin, c'est rarement un traitement, c'est plus un outil de prévention pour réduire une probabilité, une arithmétique. Forcément, puisqu'on a dit qu'il y avait des effets indésirables, eh bien, on va essayer de faire pencher la balance, comme on irait peser dans le temps quand on mettait les petits poids. J'apprenais ça quand j'étais petit avec ma grand-mère, sur les petites balances à tard. Eh bien, on va essayer de faire pencher la balance du côté des bénéfices largement plutôt que ceux de ces risques ou plutôt de ces effets indésirables banaux, s'il faut les trouver quelque chose qui résume. Et encore une fois, l'idée, c'est dans cette balance de comparer d'un côté les avantages du vaccin, prévention, réduction des hospitalisations, protection face au risque de complications, et de l'autre, ces effets secondaires rares et qui peuvent être plus fréquents, évidemment, dans une population mal orientée, mal prévenue. Et donc, on va recommander classiquement une intervention vaccinale quand les bénéfices attendus sont nettement supérieurs aux risques encourus. Et en vaccination, encore une fois, ces bénéfices sont majeurs, sont ceux de la protection contre des maladies parfois graves, pouvant même conduire au décès. Et de l'autre, les effets indésirables sont fort heureusement par les essais cliniques le plus souvent bénins, bien documentés et restent rares. Pourquoi certains vaccins sont juste recommandés et d'autres obligatoires?
Alors les vaccins obligatoires, on dit 11 pour les enfants aujourd'hui, c'est le cas de la diphtérie, depuis 2018 d'ailleurs maintenant de la rougeole. C'est important de comprendre que ces vaccins obligatoires, souvent ce mot obligatoire sans dire qu'il peut faire peur, en fait, sans aller dans l'extrême inverse, c'est pas qu'il doit rassurer. L'idée d'un vaccin obligatoire, c'est pas de tordre le bras aux gens. D'abord, c'est un choix qui est fait stratégique, on le disait dans cette balance bénéfice-risque, pour faire en sorte, sans dire le bien et le mal, mais que le bénéfice l'emporte largement sur le risque, et donc de protéger, de prémunir dans cette obligation face à des maladies qu'on connaît, qui sont fréquentes, qui sont graves et très contagieuses. Et donc c'est un objectif de santé publique, c'est un objectif d'immunité collective ou d'immunité de troupeau, j'aime pas tellement ce mot-là, et encore une fois, de protection de la population. Et donc à quoi ça sert d'avoir un vaccin obligatoire? Ça sert à atteindre une couverture vaccinale très élevée, schématiquement plus de 90%, et ça sert à protéger l'ensemble de la population face à une maladie donnée. À l'inverse, s'il fallait les opposer, on va dire ils sont complémentaires, les vaccins recommandés, comme c'est le cas de la grippe, du Covid, du pneumocoque chez l'adulte, sont recommandés car ils s'adressent à une population spécifique et souvent car l'immunité n'est pas durable dans le temps. C'est aussi le cas de la grippe. Faire un vaccin contre la rougeole où on a 2 doses, on est immunisé à vie, c'est pas la même discussion et la même problématique que faire un vaccin grippal chaque année. Et donc, on prend en considération l'ensemble de ces éléments et globalement, pour faire simple, on peut retenir que l'obligation vise à la sécurité collective, tandis que les vaccins recommandés ciblent des populations et des groupes à risque. Mais attention, ne négligez pas à tort ce terme de vaccin recommandé. Ils peuvent tout à fait prévenir des complications graves, on l'a dit, le grippe, la Covid ou le pneumocoque, et viennent compléter un calendrier de vaccins obligatoires, souvent rattaché à l'enfance, et recommandé ne veut pas dire optionnel.